Donc bonjour. Donc là c'est le deuxième thème, c'est le thème relié. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a vraiment notre presque, je pourrais dire le pape de la réticulation qui est Louis quand même. Sinon, c'est vraiment sincèrement, puisque du point de vue des réseaux, tu es assez quand même performant. Hein. Tu es non seulement un passeur, mais aussi quelqu'un qui arrive à réunir autant de gens. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais quand même, je pense que c'est important de le redire. Hein. Il n'y a qu'à voir l'engouement quand même qu'ont suscité ces journées, enfin ces longues journées, hein, parce que c'est quand même un colloque effectivement qui s'étale sur une semaine, plus d'une semaine. Effectivement, relier, c'est une thématique centrale, enfin elles le sont toutes, vous me direz, mais en particulier en milieu insulaire, cette idée de surmonter l'insularité justement et surmonter la discontinuité que peut générer cette insularité. Donc il y a des contraintes, on le sait tous, des contraintes de développement fortes qui sont liées à l'insularité, à la discontinuité, notamment en termes de diffusion de l'information, diffusion de l'éducation, hein, diffusion des communications et évidemment les transports. Donc tout ça pèse assez fortement sur les dynamiques. Et il faut sans doute prendre en considération, et ça me paraît assez important, que le capital spatial est limité. C'est sans doute un des points forts, c'est la limitation de ce capital spatial en milieu insulaire. Qui pousse à justement à essayer en permanence de chercher à inventer, peut-être inventer aussi des solutions pour que l'espace soit le plus pertinent possible pour l'action. Il me semble que ça aussi c'est un point important, c'est rendre l'espace pertinent pour l'action, action publique, action privée, tout type d'action. Et pour ça, donc, on a besoin justement de relier. Alors le problème, on l'a vu hier, hein, c'est qu'il faut bien définir les objets sur lesquels on travaille. Ça a été un des thèmes centraux de la table ronde sur la nissologie. On n'a pas réussi à y répondre, hein, c'est une question, on l'a dit, sans fin. De quoi parle-t-on? Enfin, sur quel objet précisément portent les analyses d'un point de vue, en tout cas de l'objet géographique? On a vu que ça pouvait être, on pouvait définir les îles par des seuils, on peut les définir par l'îlité. Je ne vais pas refaire toutes ces histoires-là que tout le monde connaît bien. Mais néanmoins, même à l'intérieur des catégories d'espaces insulaires, il peut y avoir bien évidemment des différences. Donc il n'y a pas une homogénéité, une uniformisation de ces espaces. Et c'est aussi une des difficultés sans doute à trouver des solutions qui seraient éventuellement communes à tous. Ça me semble pas possible. Donc là, on a particulièrement, pendant les 2 jours à Ouessant, on a particulièrement focalisé justement sur les îles du Ponant. En tout cas, dans l'atelier sur lequel nous avons travaillé pour définir ce que pouvait être relié. Enfin, en tout cas, essayer d'apporter parce que là, c'était très concret. On voulait apporter des recommandations, on va dire. Et donc, nous, on s'est particulièrement attaché à cet ensemble qui lui-même est d'ailleurs assez disparate finalement, hein, et qui est quand même assez. On n'est pas dans un archipel. Les îles du Ponant, c'est une collection, je dirais, d'îles autour d'un espace commun qui serait la Bretagne. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, c'est pas aussi simple que ça même à l'intérieur de cet ensemble de trouver une cohésion absolue. Alors ces contraintes, en tout cas dans ce thématique, la déclinaison de la thématique reliée, on peut l'articuler notamment autour des transports. Hein, c'est évidemment ce qui vient tout de suite à l'esprit en premier. Les transports. Enclavement, désenclavement, cette thématique récurrente. On est tous bien conscients qu'il y a 2 portes d'entrée dans les espaces insulaires, donc le transport aérien, le transport maritime. On a cette discontinuité qui effectivement nous coupe d'un transport terrestre. Et l'accessibilité en fait est vraiment très déterminante, on le verra. C'est l'accessibilité finalement qui va être au cœur de cet enclavement ou de ce désenclavement. Hein, et c'est très variable. Ça va dépendre en fait des infrastructures. Hein. Tous les espaces insulaires ne sont pas au même niveau finalement d'équipements portuaires ou aéroportuaires. Ça dépend aussi des politiques publiques, de la volonté. Hein. C'est souvent le politique in fine qui est quand même le faiseur de beaucoup de choses. Et est-ce qu'on a la volonté ou pas de s'enclaver ou au contraire de se désenclaver? Marinique Giner-Lamy nous parlera par exemple peut-être de Sainte-Hélène, hein, qui pendant longtemps n'avait pas d'aéroport. Aujourd'hui, il y a un aéroport à Sainte-Hélène parce qu'il y a eu cette volonté. Peut-être qu'aussi il y avait des réticences. On n'est pas forcément toujours enclin à vouloir se désenclaver. On l'a vu pendant les ateliers là aussi de Ouessant, quand on interrogeait les élus des différentes îles, tous n'étaient pas. Vous voyez, c'est toujours très mitigé, quoi. On veut bien s'ouvrir, mais pas trop. Enfin, on navigue entre 2 positions, ouverture, fermeture. Et ça dépend aussi du niveau de développement. Tous les espaces insulaires ne sont pas au même niveau de développement, suivant qu'ils soient indépendants, dépendants, qu'ils soient rattachés à une métropole plus ou moins développée, qu'eux-mêmes soient dans une dynamique plus ou moins forte d'intégration à un système qu'on appelle le système donc monde, comme vous le savez. Donc ce niveau de développement est quand même très déterminant. Hein. Il y a un déterminant fort en fonction de ça
par rapport à cette thématique de relier. Alors ça, c'est d'un point de vue, on va dire, presque sociétal. Après, d'un point de vue individuel, bien évidemment, il y a aussi la dimension sociale par rapport à cette thématique de relier. Tout dépend, presque d'un point de vue individuel, quel est le niveau de développement intrinsèque des individus. Hein, si vous pouvez prendre l'hélicoptère, si vous pouvez prendre l'avion 3 fois par semaine, peu importe là où vous habitez, hein, même si vous êtes au fin fond de l'île la plus excentrée, si vous avez un jet privé avec un aérodrome, tout va bien. Enfin voilà, bon, je caricature un peu, mais pour dire que le social est quand même surdéterminant. C'est-à-dire qu'on peut aussi très bien habiter en banlieue parisienne, y passer sa vie complète parce qu'on n'aura pas forcément socialement les moyens d'en sortir. Enfin, l'enfermement, vous voyez, il est aussi social. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est pas qu'une histoire d'infrastructure, c'est pas qu'une histoire de technologie. Il y a aussi cette dimension-là qui est essentielle et c'est vrai partout et à tous les niveaux et sur tous les territoires. Donc ça, c'est une des premières thématiques, celle des transports. La deuxième est sans doute celle de la coopération et de régionale. Donc voilà, comment peut-on coopérer à une échelle qui serait justement la plus pertinente possible, je reviens là-dessus, pour l'action. Donc cette coopération qui peut aller jusqu'à l'intégration, mais c'est quand même déjà plus rare. Là, on a vu avec l'AIP, l'Association des îles du Ponant, il y a cette volonté de coopérer, cette volonté de mettre en commun, cette volonté de partager, cette volonté de trouver des solutions. Et de ce point de vue-là, on peut dire que les espaces insulaires, partout dans le monde, sont particulièrement bien conscients de ces enjeux de l'intégration et de la coopération, puisqu'on voit que ce soit dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans la Caraïbe, en Méditerranée, enfin partout, absolument partout, dans l'Atlantique, il y a des organisations régionales qui regroupent justement des espaces insulaires dans lesquels, quel que soit leur statut d'ailleurs, indépendant ou rattaché à des métropoles, il y a cette vraiment myriade d'organisations régionales qui parfois d'ailleurs se chevauchent les unes les autres pour essayer de mettre en commun un certain nombre de ressources humaines, financières et techniques pour dépasser justement l'enclavement ou en tout cas la mauvaise intégration. Donc c'est cet ensemble de dispositifs de coopération régionale, donc ça crée du réseau, qui justement essaye de dépasser les freins au développement que l'on peut observer, en partie en tout cas liés à l'insularité. Cela étant, il faut quand même souligner qu'il y a aussi des difficultés. Enfin, tout n'est pas rose, c'est-à-dire que la coopération régionale, quelle que soit l'échelle, rencontre aussi des freins, et on est parfois dans des dynamiques de désintégration. On parle souvent de l'intégration régionale, mais il faudrait aussi envisager la désintégration. Laquelle désintégration, on la retrouve en particulier en milieu insulaire, pas qu'en milieu insulaire, pas spécifiquement en milieu insulaire, mais on la retrouve aussi. Alors les exemples sont extrêmement nombreux, d'États insulaires dans lesquels il y a des difficultés au vivre ensemble. Pourtant, a priori, tout semblerait converger vers ce bon vivre ensemble, mais c'est pas le cas. Je prends le cas de l'Union des Comores, 3 îles. Il y a quelques années, les îles ont fait sécession, les unes par rapport aux autres sont auto-déclarées indépendantes. Donc on voit que c'est pas simple. Si je prends le cas d'Antigua-Barbuda dans la Caraïbe, un État composé de deux îles principalement, là aussi avec des revendications au moins d'autonomie. On pourrait prendre Maurice avec Rodrigue. C'est souvent l'île la moins bien développée qui se sent en fait vassale de celle qui est le mieux, enfin en tout cas celle qui possède la capitale, qui possède l'aéroport, le port, enfin celle qui finalement a toutes les cartes en main. Donc oui, c'est au Salomon, au Vanuatu, enfin c'est absolument récurrent partout. On a cette difficulté parfois du vivre ensemble. Donc il faut aussi le prendre en considération et faire en sorte que sans doute cette coopération soit respectueuse des particularismes. On en revient quand même finalement à ça. Et même à l'intérieur, parfois des entités insulaires, tout n'est pas simple. On a un grand nombre de cas, je pense à la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à d'autres, voilà, où il y a des revendications à l'intérieur même des espaces insulaires. Vous voyez, un Mafaté à La Réunion, par exemple, il est Mafaté avant d'être réunionnais. Mafate, c'est un des cirques de La Réunion, où là, on est pratiquement dans la double insularité. Vous voyez, c'est une île dans l'île. Vous êtes dans un cirque qui lui-même fonctionne sur le principe de l'insularité. Et enfin, pour pas être trop long, une des troisièmes thématiques qui rentre dans la catégorie reliée, bon, évidemment, sont les réseaux. Cette réticulation propre, non pas propre, mais en tout cas assez forte quand même en milieu insulaire. Alors cette réticulation qui s'appuie sur un certain nombre de choses, notamment hier on a évoqué l'insularisme, cette
cette forme de propension à mettre en avant l'insularité comme un facteur absolu de frein au développement et qu'il faut absolument surmonter. Bon, ça c'est un peu du lobby, c'est du lobby politique, mais il en faut aussi. Et ça se concrétise notamment dans la mise en place, il y a une trentaine d'années, d'une catégorie qu'on appelle les SIDS, les Small Islands Developing Countries, States, qui seraient donc les espaces insulaires mal développés, les petits espaces insulaires. Là, on revient sur le petit, le grand, vous voyez, on fait souvent la différence. Alors, cela étant, le petit, il est relatif, parce que cette catégorie dite mal développée, ce groupe qui est d'ailleurs super bien représenté dans toutes les instances internationales, au niveau de l'ONU, au niveau enfin, dans tout ce qui peut exister, on a toujours un groupe spécifique à ces petits espaces insulaires, mais qui eux se considèrent comme petits. Mais si on les compare aux îles du Ponant, on est dans du grand. Si on prend une île comme, je sais pas, justement Antigua ou une autre qui fait partie de ce groupe, ça va jusqu'à la Jamaïque. Là, c'est plus du tout les mêmes dimensions, et c'est plus du tout les mêmes références. En tout cas, c'est un groupe qui est très dynamique et qui sait très bien justement faire des réseaux et se faire entendre d'une voix commune. Donc on en revient évidemment à l'union fait la force, parfois même au détriment de certaines réalités politiques, économiques ou sociales. D'ailleurs, dans ce groupe, vous avez le Belize, qui est tout sauf insulaire, qui fait partie des SIDS, des Small Islands Developing States. Donc vous voyez là, c'est toujours un peu le paradoxe. Disons que l'union faisant la force, on vient de le dire, au plus on est nombreux et au plus ça aura de poids, au mépris des réalités. La Guyana, qui est donc une des Guyanes, une des 3 Guyanes, est aussi membre de ce groupe des petits États insulaires en développement. Bon, bref, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, ces réseaux existent, ces réseaux sont puissants, sont des leviers souvent justement qui permettent de lever des fonds et de mener des actions. Bon, là, on est à une certaine échelle, c'est une échelle internationale, et on retrouve ça aussi à l'échelle régionale. Voilà notamment les trois entrées pour relier transport, coopération et réseau. Et c'est ce qu'on retrouve globalement dans les communications qui seront donc au cœur de cette thématique. Alors il y en a beaucoup moins que pour le premier thème habité. Là on a 9 communications. Là aussi des communications extrêmement on va dire variées d'un point de vue géographique, puisqu'on a des communications sur l'Océanie, sur l'océan Indien, quoi d'autre encore, des communications aussi assez fondamentales, ou enfin en tout cas plus théorique. Voilà. Donc on couvre un panel d'espace et un panel d'entrées thématiques tout à fait intéressant. Donc je parlais des transports, on en aura 3. Ensuite, donc le deuxième groupe, c'est la coopération régionale. Il y a pas mal de communications qui tournent autour de cette thématique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la session, et je vous remercie. Je passe la parole donc à Catherine, justement, pour parler de protéger.